Je pense qu'on a montré, il y a eu de la détermination de montrer et encore beaucoup de casses. Sur 18 samedi, c'est pas le premier. Il y a eu l'acte 2, 3, 4. Je pense que ça fait plutôt les affaires d'Emmanuel Macron, puisque tout est basé pour des statistiques et autres, donc ça fait remonter sa cote de popularité. Vous croyez que les commerces saccagés des Champs-Élysées, ça fait l'affaire du chef de l'État? Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que la violence et les saccages font les affaires du chef de l'État. Et je pense que ça dessert aussi bien les gilets jaunes que les citoyens. Il faut le dire à vos amis gilets jaunes. Ça dessert tout le monde. Après, vous croyez que je fais quoi? Quand je travaille pas ou quand je suis pas sur Paris ou autre, on a des assemblées citoyennes, on discute énormément via les réseaux sociaux. Et bien sûr qu'on en parle, on essaie d'échanger. Il y a une colère qui est grandissante. Elle avait été annoncée. J'avais été sur vos plateaux les 2 semaines précédentes, et ainsi que sur d'autres, où on avait annoncé, quand on entendait le mouvement CSO, je disais non, attention, c'est reculer pour mieux avancer. Ce qui a été annoncé, c'est la fin du grand débat, et ça a été pire la dernière semaine quand on l'a annoncé, puisque on précisait que le fait qu'on nous annonce qu'à la fin du grand débat, sous prétexte qu'il y avait 400 000 revendications, parce que c'est ça à la base, J'aurais préféré qu'on parle des revendications, mais avec ce qui s'est passé samedi, c'est normal aussi qu'on en parle. J'aurais préféré qu'on nous annonce quelque chose de concret, que tout le monde puisse rentrer chez soi, bien évidemment. Moi, j'étais catastrophé samedi. Je me suis dit, mais ça y est, on y est. Voilà, ça fait des semaines qu'on l'annonce. Est-ce que vous allez suivre maintenant les consignes du gouvernement, à savoir quand il y a des éléments ultra dans une manifestation, on arrête de manifester, c'est interdit? Mais en dehors de quelques retards de paiement qui peuvent m'arriver dans la vie personnelle, j'ai toujours suivi les règles, qu'elles me plaisent ou pas. À partir du moment où on vit quelque part, on se doit de faire les choses honorablement. Maintenant, là où je voulais rebondir, c'est que j'étais présent samedi matin. On s'est retrouvé à 9h15 nassé de l'intérieur, donc on ne pouvait pas sortir, même en enlevant le gilet jaune. Par contre, 15 minutes après, on a vu 200 ou 300 Black Blocs rentrer, et au milieu des gilets jaunes. Donc je me demande bien, si nous on ne pouvait pas sortir, comment eux ils ont fait pour rentrer. Vous voyez, ça c'est une question auquel j'ai pas la réponse. Justement, si on revient sur ce qui s'est passé samedi, ces images de violence, est-ce que vous pensez que la bonne méthode, celle du gouvernement, c'est de dire on regardera, puis s'il y a des éléments ultra, on interdira la manifestation? Bah non, parce que ça va être impossible. C'est impossible à faire, ça? Ça va être compliqué, parce que si les gens déjà vous les laissez mettre en place, mettre en place la participation à une manif ou quoi que ce soit. À venir, oui. À venir. Mais après, vous n'allez pas mettre fin, parce que la manifestation aura déjà lieu. C'est en amont qu'il faut travailler. Et c'est pas non plus en augmentant la contravention que ça va changer. Contravention, vous n'avez pas de moyen de répression. Donc ça ne changera rien du tout. Nous, ce qu'on demandait, c'est que ce soit mis en délit. Au moins là, c'est un peu plus efficace. Et là, à partir du moment où vous laissez les choses commencer à se mettre en place, vous n'allez pas pouvoir intervenir comme c'est fait depuis tous les samedis. Parce qu'il y aura quelques éléments, puis il faudra les voir, il faudra les identifier, il faudra qu'ils cassent auparavant. Donc ça va être difficile. Une fois que la manifestation est partie, c'est fini. Il aurait fallu interdire tout simplement certains quartiers? Ce serait plus simple, même si dans la gestion, ça serait compliqué, parce que voilà, il faudra des effectifs, il faudra pas mal de choses, mais au départ, c'est plus simple. Juridiquement, ça passe aussi, oui, ça passe. Même, je pense qu'il y a des arrêtés, ça peut passer. Mais à partir du moment où vous mettez en place, vous tolérez, et qu'ensuite, si effectivement il y a des éléments perturbateurs, c'est fini. Vous n'aurez jamais. Très bien. Alors, imaginons que samedi prochain ou un samedi suivant, on interdit la place du Capitole à Toulouse et Champs-Élysées, mais rien n'empêchera ces éléments perturbateurs d'aller ailleurs, de se déplacer. Ça, c'est certain. Après, il faudra justement revoir le dispositif, avoir un dispositif plus mobile, plus conséquent, et que les collègues aient mais pourquoi samedi, on a abandonné des choses qu'on avait mises en place auparavant? Alors, on a parlé du LBD, mais il y avait aussi les fouilles. Il y avait plus de fouilles avant. Et ça fait partie des dysfonctionnements que le Premier ministre a parlé et qu'il faudra qu'ils établissent un petit peu. Parce qu'effectivement, sur d'autres dates, on a eu des contrôles préventifs auparavant qui ont été efficaces. On a rendu plus mobiles les forces de l'ordre, avec des contrôles, des points, des sorties de manifestations ou autres. Ce qui n'a pas été le cas samedi. Donc là, ça fait partie aussi des points à vérifier. Madame la maire des Champs-Élysées, comme je vous appelle, l'interdiction de manifester dans plusieurs quartiers en cas de présence d'éléments ultra. Est-ce que vous êtes sûr que ça va rassurer les commerçants des Champs-Élysées qui n'en peuvent plus depuis 4 mois? Certainement pas, bien sûr. Ce qu'il faudrait, c'est interdire les manifestations dans ce périmètre. Tout simplement. Voilà, dans ce périmètre. Déjà, le temps que les commerçants se refassent, parce que je vous signale quand même, et certainement vous le savez, le 8e arrondissement est quand même le poumon économique de Paris. 185 000 personnes viennent y travailler chaque jour, 5 500 entreprises actives. Aujourd'hui, on a pratiquement 15 000 personnes au chômage technique. Vu ce qui s'était passé, donc une trentaine de commerçants sont obligés donc de fermer, de refaire soit les restaurants, soit les commerces et les boutiques de luxe. Voilà où on en est. Et oui,
nous avons demandé qu'il y ait une interdiction de manifester sur les Champs-Élysées et dans le périmètre, ce qui veut dire... Donc vous n'avez pas le été entendu Trianon. complètement. Pardon. On fait un peu du en même temps. C'est-à-dire qu'on pourra toujours manifester, sauf s'il y a des éléments ultra. Non, il faudrait que le gouvernement, voilà, donc soit on interdit complètement le périmètre, parce que je rappelle que jusqu'à maintenant les Champs-Élysées n'ont jamais été, il n'y a pas eu d'autorisation de manifestation autre que les manifestations festives, 14 juillet, les fêtes suite à la Coupe du Monde, voilà, mais d'autres manifestations non. C'est déjà illégal. C'est déjà illégal. C'est d'ailleurs ce que dit effectivement l'opposition par la voix, par exemple, de Guillaume Larrivé, qui sera notre invité dans la deuxième partie de BFM Soirée. Des Républicains, qui lui dit, mais au fond, ces manifestations de samedi, elles étaient déjà illégales. Donc ils auraient dû, en amont, lorsqu'ils voient, et c'est un peu ce que vous disiez vous, monsieur, et ce que disent certains gilets jaunes aujourd'hui, ils disent, bon, quand on voit arriver les Black Blocs, alors certes, du point de vue légal, on ne peut pas interdire à des gens, sous prétexte qu'ils ressemblent à des Black Blocs, en tout cas pour l'instant, avant que la loi anti-casseurs ne passe. Oui, parce que certains gilets jaunes ont abandonné les gilets jaunes et s'habillent en noir maintenant. Maxime Nicole, il était en noir samedi sur les champs. Exactement. Mais pour autant, c'est toute la question, c'est aussi celle de l'illégalité du rassemblement sur la voie publique. Aujourd'hui, dans la Constitution, il est déjà interdit de se rassembler sur la voie publique si on n'en a pas fait la demande et l'autorisation préalable. On a l'impression que de toute façon, les Black Blocs, les casseurs, les gilets jaunes radicalisés, je ne sais pas comment les appeler, ont toujours un peu un coup d'avance. Mais en fait, ce qu'il faut questionner, à mon avis, c'est la réponse globale à cette situation. D'abord, je voudrais rappeler que, du point de vue des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de réponse à leurs attentes et leurs demandes sociales. C'est une première chose. D'un autre point de vue, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on se demande, est-ce qu'il faut monter le rhéostat, c'est-à-dire être plus répressif, utiliser ou pas telle ou telle arme, mettre plus de policiers, mais on ne questionne pas le maintien de l'ordre en lui-même. Il y a des pays, l'Allemagne par exemple, qui a mis en place un dispositif et un système de désescalade, où on essaye de dialoguer avec les manifestants, où on essaye de mieux se faire comprendre dans la situation. C'est pas de la responsabilité des policiers qui sont sur le terrain, qui font leur travail. C'est un choix doctrinal du maintien de l'ordre. Juste un truc intéressant. Entre 2010 et 2013, l'Union européenne a mis en place une espèce de commission qui s'appelle le programme Godiac, où il a été question de discuter du maintien de l'ordre pour essayer d'imaginer des nouvelles solutions. La France ne s'y est pas rendue. D'autres pays y sont allés, ont réfléchi, ont inventé des nouvelles solutions. La France a considéré, et les responsables politiques ont considéré, que le maintien de l'ordre tel qu'il est pratiqué depuis très longtemps, même s'il y a eu des évolutions, était suffisant et qu'il n'y avait pas à se remettre en question. Peut-être que là, il faut se remettre en question. Alors, on va revenir sur quand même une des mesures, une des annonces fortes d'Édouard Philippe, c'est le limogeage de Michel Delpech, qui sera remplacé dès mercredi par un nouveau préfet. On écoute Édouard Philippe qui faisait un constat très accablant de ce qui s'est passé samedi. L'analyse en profondeur des événements survenus à Paris samedi dernier montre que cette stratégie n'a pas été correctement exécutée et que la conduite des opérations a connu des dysfonctionnements dans certains quartiers. Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage. La mobilité et la réactivité des forces de l'ordre, leur orientation vers l'interception, très utile en décembre, ont manqué dans la conduite des opérations. Alors à ce moment-là, les oreilles de Christophe Castaner, qui était à côté d'Édouard Philippe, devaient siffler, mais ce n'est pas lui qui sert de fusible, c'est le préfet de police, le chef de la police à Paris, Michel Delpech. On sentait depuis quelques jours qu'effectivement Christophe Castaner était fragilisé, mais pas pour autant menacé. Il est fragilisé parce qu'effectivement, il y a quand même un moment où quand ça ne fonctionne pas, quand le mot échec est lâché, quand le président de la République lui-même considère qu'il y a eu des dysfonctionnements, bien sûr que le ministre de l'Intérieur qui est en charge de l'ordre public et de la sécurité des Français est forcément au minimum dans les viseurs. Pour autant, personne n'a jamais envisagé de le limoger ou... Personne
personne au sein du gouvernement, mais sa tête a été demandée non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais été sérieusement considéré par ceux qui ont le pouvoir ou non de le destituer, de le sortir. Pourquoi? D'abord parce que c'est un très proche d'Emmanuel Macron, que Gérard Collomb est déjà parti, qu'il faudrait donc un troisième homme pour Beauvau, et que honnêtement, souvenez-vous, après Gérard Collomb, il y avait eu 2 semaines de latence, que c'est Édouard Philippe qui avait dû se charger de Beauvau en plus de Matignon, parce que précisément, ils ont mis du temps avant de trouver l'homme de la situation. Christophe Castaner, c'était d'ailleurs pas forcément le premier choix d'Emmanuel Macron, mais Christophe Castaner, en revanche, lui, était extrêmement volontaire pour avoir ce job, et depuis le début, il rêvait de devenir ministre de l'Intérieur, et il l'a obtenu. Mais vous l'avez vu, dès le début, il a été adjoint à Christophe Castaner, une béquille, en quelque sorte, en la personne de Laurent Nunez, qui, lui, pour le coup, est un véritable professionnel des questions de sécurité, qui est l'ancien patron de la DGSI. Bref, Christophe Castaner, trop politique, trop proche d'Emmanuel Macron, trop irremplaçable en termes politiques pour sauter, mais pour autant, il s'est fait remonter les bretelles par Emmanuel Macron lui-même et par Édouard Philippe. C'est donc le préfet de police de Paris, Michel Delpech, qui saute. Certains disent qu'il aurait dû sauter dès le lendemain de l'Arc de Triomphe saccagé. Pour autant, il a... oublié l'affaire Benalla aussi qui touche la préfecture. Et je vais vous dire, l'affaire Benalla n'est pas du tout quelque chose d'anodin dans toute cette histoire. On a l'impression que ça n'a rien à voir, mais pas tant que ça. En réalité, toute la chaîne de commandement de la préfecture de police de Paris est assez fragilisée depuis l'affaire Benalla. Un certain nombre de personnalités clés ont été mis sur le banc de touche, parfois même évincées sans pour autant être remplacées. Bref, c'est un peu un gruyère dans la chaîne de commandement de la préfecture de police. Ça sera donc la mission du nouveau préfet qui sera nommé mercredi en Conseil des ministres, Didier Lallemand, qui était jusqu'à présent préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde. Alors, il y a déjà une polémique puisque Jean-Luc Mélenchon tweet à propos du nouveau préfet. Nomination du préfet de Paris, une prime aux violents qui a échoué en Gironde. Dorénavant, à Paris comme à Bordeaux, le matraquage de députés est permis, en plus du droit à perquisition. Cela va de soi, puisque le préfet de Gironde donc, est accusé par Mélenchon d'avoir... Il peut effectivement se poser la question du choix de ce remplacement, parce que, vous le savez, Bordeaux, c'est l'autre ville qui, avec Paris, a été vraiment le théâtre des plus forts affrontements. Souvenez-vous du constat désespéré d'Alain Juppé sur ce qu'était devenu sa ville samedi après samedi. Donc on se dit que le préfet de Paris, qui a failli, est remplacé par celui de Gironde, qui n'a pas forcément, en tout cas, les faits. Je ne suis pas une spécialiste de ce qui s'est passé à Bordeaux, mais ça n'est pas un succès. Des Gilets jaunes avaient demandé la tête du préfet de police de Paris et même de Christophe Castaner. Alors, vu que j'ai 4 questions en retard, est-ce que je peux au moins répondre aux 2 premières? Répondez déjà à ma question. Est-ce que le préfet de police qui est remplacé, c'est une bonne chose? Je pense qu'il y a des exemples à donner. Après, en ce qui concerne le préfet de police, on avait fait une demande qui avait été refusée pour utiliser, il y a plusieurs semaines, uniquement le Champ de Mars. Pourquoi? Parce qu'il avait été proposé à l'acte 2 que nous, les Gilets jaunes, nous l'avions refusé. Je pense que ça a été une erreur parce que peut-être que à l'acte 2, ça aurait été une manière de faire connaissance, se rencontrer et de pouvoir peut-être se structurer beaucoup plus vite. Donc, mea culpa pour ça, mais on grandit aussi de ses erreurs sur beaucoup de choses. Et on va renouveler la demande officiellement. Pour le Champ de Mars? Pour le Champ de Mars. Alors, pas forcément samedi-là, parce que je pense que, contrairement à... Il y a quoi samedi? Il y a un acte 19? Il y aura, vous avez des actes, vous aurez des actes tous les samedis. C'est sans fin, en fait. Que je le veuille ou pas, j'ai même pas besoin d'en organiser. Non, mais c'est sans fin. Ben, c'est pas que c'est sans fin. De la même manière que les réponses du gouvernement sont sans fin. Il y a le grand débat se termine, vous aurez bientôt des réponses. Le grand débat, on a suffisamment échangé sur le grand débat, vous et nous. Donc et on en a parallèle, suffisamment de points de vue pour redonner la même chose qu'on va donner. Quoi que dise aujourd'hui l'exécutif à propos de la restitution de grand débat, il y aura tous les samedis des Gilets jaunes. À moins que vous donniez à 16 millions de personnes, parce que c'est plus 9, mais 16 millions de personnes aujourd'hui qui le réclament, le référendum d'initiative citoyenne. 16 millions, ça sort d'où ce chiffre de C'est des chiffres que je vous donnerai plus de détails si vous voulez. Vous voyez que je suis venu après une journée de travail aussi. Vous pensez que si le RIC était adopté, il n'y aurait plus de Gilets jaunes le samedi? Ça peut être un RIC présenté sous 3 ou 4 propositions. Après, si on devait revenir sur une démission, effectivement, les Gilets jaunes auraient plus préféré la démission Christophe Castaner, bien sûr, du ministre de l'Intérieur, qui ne donne pas les ordres à la police ni à son préfet, plutôt que... Et là, on a l'impression qu'ils ont tous servi de bouc émissaire, comme les policiers servent de bouc émissaire, et continuent de nous diviser les uns entre les autres. Monsieur le policier, est-ce que les policiers, les gendarmes seront rassurés après les annonces du Premier ministre? Non, je pense pas. Ah bon? Parce que concrètement, comme je disais tout à l'heure, pour l'attroupement, augmenter la contravention, ça ne change rien du tout.
parce qu'il n'y aura quand même pas le moyen de dissuasion. Et ensuite, qu'on change à la tête, mais c'est les instructions qui sont importantes. La stratégie qu'on veut mettre en place, voilà, tous les moyens, la complémentarité entre les forces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la stratégie, c'est d'aller plus au contact. Parce que, à la fois pour repousser les casseurs, mais aussi peut-être pour les interpeller, parce qu'on s'aperçoit aussi que finalement, il y a assez peu d'interpellations. En tout cas, ceux qu'on interpelle sont assez vite relâchés, faute de preuves, parce que c'est peut-être ceux qui courent les moins vite qui sont interpellés. La stratégie, déjà, normalement, la stratégie est faite aussi pour des manifestations qui sont déclarées. Or là, c'est pas le cas. Mais ensuite, effectivement, par rapport aux violents, aux personnes qui sont violentes, il faudra s'adapter. Mais là aussi, il faudra aussi savoir ce qu'on veut faire. Si on veut des nombres d'interpellations, mais face notamment au Black Box, il y aura des images. Il faut voir si le monde politique est prêt à accepter certaines images. Ou quand on va aller au contact, forcément, il y aura des dégâts de part et d'autre. On a le montant précis de l'augmentation de la contravention pour participation à une manifestation interdite. Alors jusqu'à présent, c'était 38 €, ce qui n'est pas beaucoup. Eh bien, ça va passer à 135 €. Est-ce que vous pensez que ça sera dissuasif? Est-ce que le Black Bloc va réfléchir déjà? Est-ce qu'il va le payer, ce PV? Non, a priori, ça vous fait sourire, Mathieu Mollard. Alors, juste, le Black Bloc, c'est une façon d'agir en manifestation, Oui, c'est pas un groupe bien sûr. politique. C'est une méthode d'intervention, le Black Bloc. Voilà, c'est une méthode d'action. Non, je suis pas sûr qu'une contravention changera quoi que ce soit. Je voulais revenir sur ce que vous disiez quand vous dites si on va au contact, il y aura plus de dégâts de part et d'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le choix qui a été fait aujourd'hui, mais qui date pas d'aujourd'hui, qui date depuis plusieurs mois, c'est de réclamer plus d'interpellations, d'aller plus au contact. Ça veut dire qu'il y aura plus de violence. Je rappelle un chiffre qui est celui de David Dufresne sur Mediapart, qui dit qu'il y a 216 manifestants blessés à la tête. Je n'ai pas les chiffres pour les forces de l'ordre, mais j'imagine je sais qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui ont été blessées. La question qui se pose, à mon avis, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut aller le plus possible au contact? Est-ce qu'il faut augmenter ce bilan humain qui est déjà terrible? Moi, j'ai interviewé des gens qui ont perdu un œil ou qui ont été gravement blessés. C'est quelque chose de dramatique. Oui, mais alors on fait quoi? C'est à un moment donné, comment on fait pour empêcher un commerce d'être détruit? Ou une banque d'être incendiée avec le risque de faire des victimes. Hein. Je rappelais qu'on a évacué des blessés. Hein. La vraie question, ça serait peut-être de se poser, avant de parler des commerces, même si c'est très important, c'est effectivement... Des commerces et des commerçants. Mais ça serait peut-être plus important de se dire comment on fait pour éviter d'avoir des éborgnés, des blessés en moins de part et d'autre, etc. etc. Oui. Mais je parlais aussi de cette famille qui a été évacuée en catastrophe. C'est horrible. Bah oui. Maintenant, il suffit juste... Plutôt que de continuer à nous faire croire à un grand débat, tout a déjà été mis sur la table. On a déjà proposé des solutions, on peut le proposer demain à Matignon, pour rentrer en moins de 48 heures cette année, plus de 50 ou 60 milliards d'euros dans les caisses sans toucher au budget, sans tout mettre en l'air et sans tout remettre en question. Je veux dire, si à un moment donné, ça même, c'est pas entendu, faut pas s'attendre non plus au meilleur du meilleur dans les semaines à venir. 135 €, c'est l'amende qu'on prend si on roule sur une voie de bus ou si on a oublié de changer son adresse sur la carte grise. Voilà. Et donc, ça sera 135 € pour ceux qui participent à une manifestation interdite. On verra si c'est dissuasif. Merci à tous les cinq. Dans un instant, on va continuer, bien sûr, de parler des mesures, de la riposte du gouvernement après les violences de samedi, avec des responsables politiques qui vont réagir aux mesures annoncées il y a quelques minutes sur BFM TV par Édouard Philippe. À tout de suite. Votre rendez-vous avec Garance, assureur mutualiste des solutions en épargne, santé, retraite et prévoyance.